Apaches. War signals. La fois très connue où il se présente comme ça, effectivement, c'est le moment de la chasse aux sorcières, quand Cecil B. DeMille veut dégager Joseph Mankiewicz de la guilde des réalisateurs. Et donc il y a une réunion parce que Joseph Mankiewicz est soupçonné d'être de gauche alors que Cecil B. DeMille est très à droite. Et donc Cecil B. DeMille commence à expliquer que c'est un scandale, il fait toute une réunion. Tout le monde est prêt à voter pour l'exclusion de Mankiewicz, jusqu'au moment où Ford lève la main, il n'avait rien dit, il était dans son coin, il mâchonnait son mouchoir comme il faisait à chaque fois. Et donc il se lève, il y a un silence complet, il dit « Vous me connaissez peut-être, je m'appelle John Ford et je fais des westerns. » Il savait tout ce qu'il s'est fait, oui, effectivement. Et il dit... CB, parce qu'il l'appelait Cecil B. DeMille CB, CB, je t'aime beaucoup, je te respecte beaucoup, tu es un grand réalisateur, mais si tu redis ce que tu viens de dire sur Joe Mankiewicz, je descends et je te casse la gueule. Donc maintenant, moi je vais voter contre ta demande, et tout le monde a voté contre, et Mankiewicz n'a pas été exclu. Ils ont soutenu, Ford les a soutenus économiquement, mais Wayne, il venait juste tourner là, et puis c'est tout. Alors que Ford, pour le coup, il y a ce qu'on a trouvé aussi dans les archives sur le fait qu'il leur a envoyé du... ça, je te laisse raconter ça, parce que... Ford, il a porté l'argent dans la réserve, hein, et puis... Oui, il a porté comment ? En les payant pour faire toutes sortes de travaux, en les payant pour figurer dans ses films... en les payant correctement, d'ailleurs, ouais, par rapport au... payant pour faire l'acteur, pas seulement figurant, hein, il y en a certains qui ont vraiment été acteurs, il y en a un qui a fini, d'ailleurs, qui a eu sa carte de Hollywood. Là. 3 Trois, qui ont eu leur carte d'Hollywood, mais il y en a un surtout qui a fait d'autres films sans John Ford. Oui, le John Stanley. Ouais. John Stanley a fait et dans le Grand McClintock réalisé par Andrew McLaglen avec John Wayne. Mais même hors des tournages, il y avait eu un hiver particulièrement compliqué et Ford avait envoyé, s'était servi de ses contacts dans l'armée, dit-il, parce qu'il aimait bien se vanter, pour envoyer à bouffer. Ouais. Voilà. Après, ce qui a été le plus durable, finalement, c'est comme l'a dit un des Navarros qu'on a rencontré, Larry Holiday, c'est qu'il a placé Monument Valley sur la carte. Et si aujourd'hui il y a autant de touristes qui vont dans la réserve, c'est en grande partie grâce à Ford et à ses films. Il les faisait travailler à la fois comme figurants et puis parfois comme cascadeur, ce qui permettait de mettre un bonus. De mettre un bonus, ouais. C'est-à-dire que si dans la séquence il tombait, il y a beaucoup d'Indiens qui tombent, qui sont des cascadeurs blancs grimés, mais il y a certains Navarros qui disaient moi je veux bien. Et donc du coup s'ils faisaient ça, ils avaient un bonus, mais ils avaient un bonus simplement parce qu'ils n'étaient plus seulement payés comme figurants, mais ils étaient aussi payés comme cascadeurs. Dans les archives, on a trouvé des documents où il déclarait pour chaque film ne pas avoir maltraité les animaux. Il y a une association de défense des animaux à Hollywood, déjà à l'époque, qui s'assurait qu'aucun animal était maltraité, blessé, etc. Et donc à l'issue de chaque tournage, ils envoyaient des preuves comme quoi, alors, je sais plus si c'était un vétérinaire ou je sais plus quoi, qui écrivait, qui disait je déclare qu'il n'y a aucun animal blessé, etc. Donc je pense que pour pas prendre de risques, c'était plus facile de faire tomber les Navarros que les chevaux. Et les cascadeurs. Ça revenait moins cher. Et après, les Navarros étaient très contents de faire ces cascades. Et comme ce sont des gens qui ont plein d'humour, ils nous ont raconté quand même, écoutez, c'était quand même le métier de rêve. On tirait sur des blancs,
on faisait des roulades dans le sable et on était payé pour ça. Donc quand même. Donc moi, je fréquentais l'Ouest américain depuis un petit moment et lors des premiers périples que j'avais effectués là-bas avec des copains, j'avais rencontré une Navarro qui s'appelle Cara Trasher. Et puis on a gardé le lien, et puis un jour, elle me dit, je sais plus comment on en est arrivé à parler de films et de Monument Valley, et elle me dit, mais tu sais, ma mère connaît beaucoup de gens de sa génération ou un peu plus vieux qui ont tourné avec John Ford. Et donc quand j'en ai parlé à Nicolas, que je connaissais par ailleurs dans le cadre du travail, je lui ai dit, bah il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Comme toi, t'es historien du cinéma et moi que je connais plutôt mieux les Indiens, si on mélange les deux, ça peut faire un livre intéressant. Bien, c'est un film, un livre. Mais en fait, oui, parce que en plus du livre, on avait dans le projet de faire un documentaire. Donc on a filmé toutes les interviews. Voilà. Et c'est devenu quoi? Ça a pourri à New York. Non, parce qu'on a travaillé avec un producteur et qui nous a financé pour filmer, qui a financé parce que moi j'y suis allé une première fois pour aller faire un repérage, interviewer les gens, voir ce que je pouvais en tirer, etc. Et ensuite on y est retourné un mois après avec Nicolas. On a fait un stop aux archives à Bloomington, Université d'Indiana, où il y a toutes les archives de John Ford. Et on avait eu l'accès grâce au fils, c'est ça? Oui, grâce à John Ford. Donc on avait fait un arrêt à Bloomington et ensuite on est allé dans le désert où j'avais retrouvé donc la fameuse Cara et son mari qui est caméraman. Et donc on a filmé toutes les interviews systématiquement. Et avec la mère de Cara, car il y a un bon nombre des gens qu'on a interviewés qui parlaient pas anglais. Qui ne parlaient que Navarro. Et donc il fallait une traductrice, quoi. Et c'était une belle expérience. Ah oui, c'était... Et donc, ce documentaire n'a jamais vu le jour. La seule chose qu'on a réussi à récupérer, c'est un teaser annonçant le documentaire, qui est assez sympa d'ailleurs. Et ça se termine, ça bientôt le documentaire, mais c'était il y a 9 ans, donc je pense qu'on peut dire que c'est mort. Ah, c'est jamais tout à fait mort. On sait jamais. C'est jamais tout à fait mort. Non, ce qui était très très amusant dans cette aventure, c'est que finalement, Arnaud et moi, c'était John Ford et les Indiens. C'est-à-dire que moi, au départ, j'étais allé plusieurs fois dans l'Ouest américain. J'adorais les westerns, j'adorais ces lieux, mais j'avais pas une appétence particulière pour la culture amérindienne. J'étais même plutôt hermétique à ça, et Arnaud connaissait très bien la culture amérindienne et n'avait aucune appétence pour les westerns qu'il considère comme des histoires de gardiens de vaches qui tournent en rond dans Monument Valley. Et donc finalement, en travaillant sur le bouquin, Arnaud s'est mis à aimer les films de Ford et moi je me suis mis à aimer les Amérindiens, c'est-à-dire ça ne me vient plus à l'idée maintenant quand je vais là-bas de ne pas aller les voir et de ne pas m'intéresser à cette culture qui est incroyablement riche. Il cherchait en 1938, quand il préparait Stagecoach, il cherchait un endroit où tourner qui soit visuellement incroyable et le plus éloigné possible des studios d'Hollywood pour que les patrons des studios lui foutent la paix. Et il a vu les photos qui étaient amenées par Harry Golding, qui tenait un trading post au pied des buttes de Monument Valley, et il a vu les photos que Harry Golding avait fait faire pour essayer de vendre un peu l'endroit, et il a dit c'est là que je veux aller. Donc à partir du moment où il y est allé, il n'est pas resté très longtemps la première fois, parce que les tournages en extérieur de Stagecoach n'étaient pas très longs, mais il a adoré ce lieu, et il s'est mis à aimer ces gens, et le premier western qu'il a fait en rentrant de la guerre, c'est My Darling Clementine, où il n'y a pas du tout
d'Amérindiens dedans, mais qu'il est quand même allé tourner là-bas et il a fait travailler tout le monde sur la construction sur la construction du plateau et tout. Et à partir de là, il avait son équipe où il avait deux frères, des frères Bradley, enfin deux fratries, des frères Bradley et des frères Stanley, dont certains parlaient anglais et qui étaient ses relais. Et à partir de ce moment-là, il a fait du faux, c'est-à-dire que dans chaque film, il prenait les Navarros pour jouer d'autres nations amérindiennes et ça posait aucun problème. Il transposait les histoires dans le lieu, en fait. Il leur a même fait jouer des Cheyennes et l'un de ces... Quel film ? Dans Cheyenne Automne. Ah oui. Dans Cheyenne Automne. Le dernier. Et il y a l'une de ses déceptions personnelles, et il l'a dit, il a écrit des lettres là-dessus et tout. L'une de ses déceptions personnelles, c'est de ne pas avoir réussi à imposer, pour son dernier western qui était Cheyenne Automne, de ne pas avoir réussi à imposer dans les rôles importants des chefs Cheyenne, les frères Bradley, Manny Mules, qui étaient les Navarros avec qui il tournait depuis 1938, et de ne pas avoir réussi à les imposer, de s'être retrouvé avec Ricardo Montalban, Salmineo, qui étaient par ailleurs des bons acteurs, mais qui, pour lui, n'avaient pas la densité physique qu'avaient les Navarros, et la présence à l'écran, parce que pour le coup, les frères Stanley avaient une présence à l'écran incroyable. Il y a un seul film où les Navarros jouent leur rôle de Navarro, mais j'ai oublié le titre. C'est Wagon Master. Wagon Master, ouais. Où il y a une scène notamment où ils chantent en Navarro, où ils parlent en Navarro, et donc c'est... Il y a un bal. Et c'est mon préféré, moi, parce qu'il est au plus près de la réalité. Oui, et c'est d'ailleurs celui où il ne joue absolument pas les opposants. C'est-à-dire qu'il jouait pas toujours les méchants, entre guillemets, puisque dans Fort Apache, finalement, le méchant du film, c'est Henry Fonda, puisque c'est par lui que la guerre est provoquée. Et Grant Withers, le responsable de la réserve. Mais le seul moment où il n'y a pas d'affrontement entre les Blancs et les Amérindiens, c'est Wagon Master, où là il n'y en a absolument aucun, et qui est l'histoire d'une caravane qui va vers l'ouest, et à un moment donné ils croisent des Navarros, et ils discutent, et les Navarros les invitent à un bal, et voilà. Donc c'est vraiment celui où il a mis le plus de sa relation personnelle avec les Navarros, quoi. Vous parliez de légendes sur John Ford et les Navarros. Il y en a une qui était particulièrement prenante et qui figure dans un livre de Tony Hillerman, un autre auteur, donc qui a beaucoup écrit. Toutes ces histoires de romans policiers se passent sur la réserve Navarro, et les principaux personnages sont des flics Navarros. Et dans ces livres, il racontait que les Navarros rigolaient tout le temps sur les tournages, ou plutôt après, quand ils allaient revoir les vieux westerns de John Ford dans les drive-in, parce que ils voyaient leurs aïeux raconter des trucs en Navarro, et des trucs plutôt salaces, et qui avaient absolument rien à voir avec la traduction qui était en anglais dans le film en sous-titrage. Et donc ça, c'est une autre légende auquel on a tordu le cou, parce que on a tout simplement regardé les films avec Laurie Trasher, donc la mère de mon ami Navarro, là, qui est donc bilingue, et pour toutes les passages où les Navarros parlent en Navarro, la traduction, enfin ils disent exactement ce qui est traduit en dessous. Quand on en a discuté avec Harvey Speck, qui a joué dans 5 films de Ford, je crois, à partir de She Wore a Yellow Ribbon, eh bien, il nous a dit, dès qu'on lui a soumis cette légende d'Hillerman, il a dit « Ah non, on travaillait, c'était sérieux, il fallait surtout pas... ça aurait été lui manquer de respect, ça aurait été... il venait, il nous faisait travailler, on travaillait sérieusement. » Et après, c'est vrai,
je pense que comme toute légende, la part de vrai, c'est que les gens allaient à Kayenta dans la salle commune, regarder les films et rire de voir leurs cousins, leurs aïeux, etc. Là, mais ils riaient de les voir. Mais par contre, ce qu'ils disaient était très exactement le texte traduit, parce que ils étaient là pour travailler, quoi. Pompey. All right, dude. This time, right between the eyes. Si vous regardez Liberty Valance, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que dans Liberty Valance, justement, le personnage qui dit ça n'est pas le personnage de Ransom Stoddard joué par James Stewart, c'est le personnage du journaliste, et qui à la fin, James Stewart vient de lui raconter la vérité. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la vérité, au fond. Et le journaliste déchire tout en disant « cette vérité ne m'intéresse pas ». Dans l'Ouest, quand la légende est plus belle que la vérité, on imprime la légende. Mais il montre souvent la vérité. Il essaie toujours de rester au plus près de la vérité, et y compris dans Liberty Valance. Il dit cette réflexion sur la légende à la fin d'un film où il vient de montrer la vérité. Mais c'est une vérité subjective. C'est une vérité subjective, sachant que Ford avait une double subjectivité, il le disait lui-même. C'est qu'en tant qu'Irlandais émigré aux États-Unis, il était des deux côtés de l'épopée, puisqu'il avait été colonisé par les Anglais, donc il comprenait les Amérindiens, mais il avait colonisé, enfin, pas lui, mais sa famille avait colonisé les Amérindiens. Ce qu'on dit dans le livre, c'est effectivement c'est un contexte très particulier, le moment où John Ford tourne tous ses films. C'est-à-dire que c'est le contexte de la guerre froide, c'est le contexte de la chasse aux sorcières à Hollywood, et il va forcer le trait. Les rouges vont être encore plus rouges que ce qu'ils ne sont réellement. Et lui a toujours joué sur cette ambiguïté, sachant que on l'avait prévenu, ou il avait appris qu'il était un peu dans le viseur de... Oui, ça c'était pour Rio Grande, où il a fait un film où ils sont montrés comme absolument abominables, parce qu'il était dans le viseur... du FBI et de la lutte anticommuniste. Donc, et à côté de ça, il faisait appel à des scénaristes, si je me rappelle bien, qui étaient quand même pas forcément de droite, hein. Ce qui avait de très marrant, c'est qu'ils faisaient travailler ensemble. Ned Jones, qui était un journaliste et scénariste de gauche, et James Warner Bella, qui était un scénariste d'extrême droite. Et ils les faisaient bosser ensemble. Mais finalement, c'est parce que ça montrait toute la complexité américaine quand on faisait travailler ces deux personnages-là. Mais il a toujours joué sur cette ambiguïté, en fait. D'un côté, on voit des personnages qui sont extrêmement racistes, et d'autres où on voit finalement que la faute retombe pas forcément sur celui qu'on accuse. Et sur La prisonnière du désert, ce qu'il y a de très très intéressant, c'est que, alors déjà, le titre original, c'est The Searchers, donc ils sont en train de chercher. Ils se cherchent eux-mêmes, au fond, et ils finissent par se découvrir eux-mêmes. Et ils sont deux. On résume toujours au personnage de Nathan Brittle, qui est joué par John Wayne, la vision de Ford. On se dit toujours, c'est John Wayne qui est le vecteur de Ford. Alors que le personnage qui est joué par Jeffrey Hunter s'appelle Martin, qui est le deuxième prénom de Ford, et de métis, et c'est le moment justement où Ford dit « je suis des deux côtés de l'épopée », et c'est sur le tournage du film qu'il est fait membre d'honneur de la nation Navarro, un 4 juillet, où il est fait, et où il l'appelle Nathan Inez, ce qui veut dire le grand chef, et donc on résume souvent dans La prisonnière du désert la vision qu'a Ford des Indiens par le personnage de Brittles, qui déjà est assez ambigu, puisqu'il finit beaucoup moins raciste qu'il n'est. Mais il ne faut pas oublier le personnage de Martin Paulet, qui est joué par Jeffrey Hunter. Et qui n'est pas forcément sympathique tout du long. Et qui n'est pas forcément sympathique tout du long, ni l'un ni l'autre. Ouais.
Ouais, je pense qu'il décrit une nature humaine qui est assez réaliste finalement, où il y a du bon et du mauvais dans un peu tout le monde. Il y en a certains qui vont exacerber les plus mauvais côtés de leur personnalité, d'autres un peu moins. Bon, et je pense que Ford joue justement sur tous ces aspects-là. Et l'un des moments les plus dramatiques du film, c'est le moment où il trouve le camp indien massacré par l'armée, avec la mort de Luke, qui n'est pas montrée d'ailleurs, morte. Et il y a un vrai... on sent qu'il y a une vraie fraternité de Ford pour les Amérindiens à ce moment-là.